Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo, donc, c'est dans la suite des études, de l'étude des fonctions de deux variables. Alors, on a vu une vidéo consacrée à la continuité et aux limites, une autre consacrée à la différenciabilité. Alors, aujourd'hui, on va étudier les fonctions de deux variables de classe C2, et notamment, on va démontrer le lemme de Schwartz et donner l'algorithme pour trouver les extrémums locaux des fonctions de classe C2. Voilà, donc c'est ça le plan. Donc on va démontrer le lemme de Schwartz. Alors donc on prend une fonction de deux variables sur un ouvert R2 qui est de classe C2. Alors on va définir ce que c'est que de classe C2. Donc ça veut dire que les dérivées secondes existent, ils sont continues et 0, alors on aura cette relation de commutation. Quand vous dérivez par rapport à y et ensuite par rapport à x, c'est la même chose que quand vous dérivez par rapport à x et ensuite par rapport à y. Et on va voir des exemples, un exemple où cette relation n'est plus vérifiée. Et dans ce cas-là, donc si cette relation n'est pas vérifiée, eh bien, ça va entraîner que la fonction n'est pas de classe C2. Donc ça, c'est un moyen pour montrer qu'une fonction n'est pas de classe C2. Alors, on va étudier aussi les extrémums locaux. Alors, les extrémums locaux, ce sont les minimums locaux et les maximums locaux. Et pour les fonctions de classe C2, il y a un algorithme qui permet, dans la plupart des cas, de décider si un point, de trouver d'abord les points critiques. Donc ce sont les candidats à être des extrémums locaux, et parmi eux, décider s'ils sont des minimums locaux ou des extrémums locaux. Et on va donner à la fin plusieurs exemples pour illustrer ça. Alors ça constituera la fin de la série de l'étude des fonctions de deux variables. Alors après, il y aura donc des vidéos que j'ai déjà postées sur les formes différentielles, les champs de vecteurs et les intégrales multiples. Alors allons-y. La notion de fonction de classe C2. Alors vous prenez une fonction oméga. Donc alors on sait que toute l'étude des fonctions de deux variables repose sur la détermination des dérivées partielles par rapport à x et dérivées partielles par rapport à y. Alors si les dérivées partielles par rapport à x et les dérivées partielles par rapport à y existent sur l'ouvert U, alors on peut les considérer comme des fonctions de deux variables et continuer à dériver. Donc on prend la dérivée par rapport à x et on les dérive une fois par rapport à x encore. Et ça on le note si cette fonction admet une dérivée partielle par rapport à x, on la note d carré de f sur dx au carré. On peut aussi la dériver par rapport à y et on note d carré de f sur dy dx. Et on peut faire la même chose pour d de f sur dy, ce qui va nous donner la dérivée d carré de f sur dy carré et df sur dy df sur dx. Voilà. Donc voilà, et donc ça on les appelle les dérivées partielles d'ordre 2 et on peut continuer à calculer les dérivées d'ordre 3, etc. Voilà, donc ça c'est facile. Alors sur des exemples, si on prend cette fonction f de xy égale à x carré sur x plus y carré, si xy est différent de 0, 0, et 0, c'est xy égale à 0, alors on va voir est-ce que les dérivées partielles de cette fonction à l'ordre 2 en 0 existent. Alors d'abord, on calcule les dérivées partielles
d'ordre 1, t de f sur dx, quand xy est différent de 0, 0. Donc ça, on dérive cette fonction par rapport à x. Donc ça donne ça. Et on la dérive aussi par rapport à y. Ça va donner cette relation-là. Bon, alors maintenant, les dérivées partielles en 0, on va utiliser la définition. Donc, d de f sur dx, et c'est la dérivée de la fonction, je fixe 0 et je fais varier ici x. Et je prends la dérivée de ça, donc la limite de ça, donc ça va donner 1. Et pour t de f sur dy, on fixe ça et on fait varier l'autre variable, et on trouve 0. Alors, si je calcule t carré de f sur dx carré, ben, la même chose, je prends la fonction t de f sur dx en x0. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne t de f sur dx quand x égale à x et y égale à 0. Donc, je vais trouver x carré sur x carré. Donc, ça nous donne 1. Ça, t de f sur dx en 0, 0, on vient de le calculer, c'est 1. Et donc, la limite, c'est 0. Donc, t carré de f sur dx carré, c'est 0. Alors, si je dérive maintenant par rapport à y, donc je prends ça, cette fonction t de f sur dx, et je dérive par rapport à y. Donc, je fixe ici 0, je fais varier ça. Donc, ça fait ça. Alors, on regarde ce que ça donne, ça. Donc ça donne 0. Ça donne, on a calculé égal à 1. Et donc on trouve moins 1 sur x et on trouve plus l'infini. Et si je trouve t carré de f sur dx, dy, la même chose, je dérive cette fonction par rapport à x, moins ça. Donc ça, je vais trouver 0 sur x égale à 0. Donc, je remarque, et si je fais t carré de f sur dy carré, je vais trouver 0. Donc, je remarque que ça n'existe pas, alors que t carré de f dx sur dy existe égal à 0. Donc, alors on va voir la raison pourquoi on a ce phénomène-là. Voilà, donc, sinon, si vous avez des fonctions explicites, vous dérivez, donc on dérive par rapport à x, et ça, ensuite par rapport à y, et ensuite si je vais t carré de f, je dérive ça par rapport à x, donc vous dérivez un produit, vous prenez y constante, et vous faites varier x, et vous faites la même chose. Et là, on remarque que ces deux quantités sont égales. Alors ça, la raison, c'est le lemme de Schwartz qui va nous dire que pourquoi c'est vrai. Parce que justement, cette fonction-là, c'est une fonction de classe C infini, plus que de classe C2. Voilà, donc ça, donc je crois que c'est pas, ça pose pas beaucoup de problèmes. Alors, la notion de fonction de classe C2. Alors, je prends une fonction f définie sur un ouvert oméga, et je prends un point, alors il va être de classe C2 en U0. Alors, si les trois dérivées partielles existent, alors il y a trois dérivées partielles, il y a d carré de f sur dx sur dy, il y a d carré de f, bon, il y en a 4, il y a d carré de f sur dx carré, d carré de f sur dy carré, et puis les dérivées croisées d carré de f dx sur dy et d carré de f dy sur dx. Donc vous calculez les 4 dérivées partielles, comme ici. On a les 4 dérivées partielles. Alors s'ils sont continus, donc comme cet exemple, ce sont des fonctions continues, on dira que la fonction est de classe C2. Voilà. Alors, on a vu dans cet contre-exemple que ça existe, mais ça n'existe pas. Donc, on va voir que pour les fonctions de classe C2,
je ne peux pas avoir ce problème puisque ils vont être toujours égaux. Et c'est le lemme de Schwartz. Le lemme de Schwartz, il va nous dire que si f, une fonction de classe C2 en U0, alors les dérivées partielles, vous pouvez dériver dans n'importe quel ordre, l'ordre ne compte pas et vous allez avoir égal. Et donc vous n'aurez pas le phénomène qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va donner la démonstration de ce lemme. Alors c'est une très jolie démonstration qui va introduire des intégrales. Alors on va voir et on va voir que cette hypothèse être de classe C2, c'est ce qui va jouer le rôle fondamental, c'est-à-dire que ces deux fonctions-là sont continues en I0, c'est ça qui va permettre de démontrer le lemme. Alors, je prends H et K, donc ils vont être petits puisqu'on va calculer la limite lorsque H et K tend vers 0 de cette quantité. Donc je prends ces deux variations, ces deux accroissements. Donc là j'ai f de A plus H, P plus K. Alors A plus H est fixé, il y a une variation entre P plus K et P. Et là je fixe A et je fais une variation entre P plus K et P. Mais ça aussi je peux le regarder comme A plus H P sur K moins A. Et plus moins ça plus ça. Et donc, on va montrer que la limite, lorsque h est 4 tend vers 0 de ça, c'est égal à la fois à ça et égal à ça. Et puisque la limite est unique, on va montrer que ces deux quantités sont égales. Alors, AP ici, c'est U0. U0, je pose égal à AP. Voilà. Donc, U0, c'est AP. Alors allons-y, alors donc j'utilise une formule, la dérivée d'une fonction de deux variables avec ici des x de t, y de t. Donc la dérivée, c'est la dérivée de ça par rapport à t, donc c'est x' de t, df sur tx. Alors ça, comme ça ne dépend pas de t, c'est 0. Et la dérivée de ça par rapport à t, c'est 1 fois df sur dy. Donc, on a cette relation-là. Et on a d sur dt. Donc, si je dérive ça, la dérivée de ça, c'est 0. Et la dérivée de ça, c'est 1. Et donc, je trouve ça. Donc, puisque ça égale à ça, quand vous intégrez ça, donc ça c'est une dérivée, donc c'est f de A plus H, P plus K, moins A plus H, P. Donc c'est-à-dire ça. Et la deuxième, ça c'est la dérivée de ça. Donc quand vous faites l'intégrale de la dérivée, donc c'est f de A, P plus K, moins f de A, B, puisque entre 0 et K. Et donc c'est ça. C'est cette quantité-là que j'ai écrit ici. Alors si je fais ça, ça va être par rapport à x. Donc on va voir, on verra ça. Donc on a écrit delta de hk égale à ça. Alors maintenant ça aussi, c'est une dérivée. Donc je fixe t et je fais varier h. Et donc ça va être aussi une dérivée. Donc j'ai ça. C'est l'intégrale de la dérivée par rapport à s. Là, je dérive. Si vous dérivez ça, cette quantité par rapport à s, il y a la dérivée de ça par rapport à s, c'est-à-dire d de x sur tf, d de sur ty. Et bon, la dérivée de ça par rapport à s, c'est 0. Donc ça, c'est d, et donc ça, l'intégrale de ça, c'est exactement ça, moins ça.
Donc, comme je l'ai dit, d de s sur ds, c'est la dérivée de ça par rapport à s, c'est 1. Et donc, on trouve ça. Donc, finalement, on a trouvé ça. Donc, on a trouvé que delta de hk, c'est égal, cette double intégrale par rapport à S et par rapport à T. Donc c'est ça l'astuce. Alors maintenant, delta carré de f sur tx et ty, c'est une constante. Donc là, vous intégrez une constante. Donc il va sortir et il restera h fois k. Donc vous divisez par h fois k et ça donne ça. Donc c'est ça. Alors maintenant, je pose Q égale T de HK sur HK moins ça. Et je pose G égale à ça. Donc Q, et bien c'est exactement, donc là vous divisez par HK, donc 1 sur HK, 1 sur HK. Et donc on aura ça moins ça. Alors ça je l'ai appelé G. Et donc j'aurai G de AS plus PT moins G de AP. Et donc voilà ce que je vais montrer. Je vais montrer que Q, cette quantité-là, égale à ça. Et là, j'ai la variation de cette fonction. Alors cette fonction est continue en AB, en U0. AB c'est U0. Donc pour tout epsilon, il va exister un delta tel que pour ST inférieur à delta, G de AS plus PT moins G de AP est inférieur à epsilon. Donc si je prends la valeur absolue de Q, donc c'est la valeur absolue de cette intégrale. Alors l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc je vais avoir ça. Et cette quantité-là, il est inférieur à epsilon. Et donc je vais avoir ça, c'est inférieur à epsilon hk sur valeur absolue de hk. Mais hk sur valeur absolue de hk, c'est inférieur à 1, puisque hk est toujours inférieur à sa valeur absolue. Et on a montré ça, donc on a montré que pour tout epsilon, il existe delta tel que ça, cette quantité en valeur absolue, est inférieure à epsilon. Donc ça veut dire que la limite, lorsque h et k tend vers 0, de cette quantité égale à 0. Donc ça veut dire la limite de ça égale à ça. Et donc voilà, j'ai montré ça. Alors on peut repartir avec ça. Et au lieu d'avoir ici df sur dy, on aura df sur dx. Et ici, on aura l'inverse, on aura dy sur dx. Et donc, on trouvera aussi égal à ça. Et donc, on a montré que ça est égal à ça. Voilà. Donc, voilà, donc l'idée, c'est de montrer que cette quantité sur hk tend vers d carré de f sur dx sur dy au point A, en utilisant la continuité. Et en utilisant ces astuces-là, donc ces dérivés-là, les intégrales. Donc ça, c'est une très belle démonstration. Voilà, et donc on a démontré le lemme de Schwartz. Alors le lemme de Schwartz peut être utilisé pour montrer que des fonctions ne sont pas de classe C2. Parce que si la fonction de classe C2, alors les dérivées sont égales. Si vous trouvez que les dérivées sont différentes, eh bien, vous concluez que la fonction n'est pas de classe C2. Et on a cet exemple. Alors je prends cette fonction. Donc xy cube sur x carré plus y carré et 0 c'est xy. Bon, alors pour xy différent de 0, les dérivées partielles sont ça, donc vous dérivez ça par rapport à x. Et en 0, les dérivées partielles, donc la formule, donc f de x0 c'est 0 sur x égale à 0. Et là, donc voilà, donc les dérivées existent en 0. Alors on va montrer que la fonction est de classe C1 et donc différenciable. Alors il faut vous rappeler, dans la vidéo précédente, on a vu que
Si une fonction est de classe C1, elle est différenciable. Donc on va montrer que les dérivées partielles sont continues, c'est-à-dire que ces fonctions-là, leur limite lorsque x, y tend vers 0 égale à 0. La limite de ça et la limite de ça. Alors là, il utilise une technique qu'on a utilisée dans la vidéo précédente, à savoir introduire les coordonnées polaires. Donc le but c'est de majorer ça. Je veux montrer que ça tend vers 0. Donc je vais le majorer en valeur absolue par une quantité qui tend vers 0. Et je fais la même chose ici. Alors donc je pose x égale à r cos θ, y égale à r sinus θ. Donc ici je vais avoir un r, ici un r, il y a le r qui va sortir. Il y aura des quantités avec cosinus θ et sinus θ, mais les cosinus θ et les sinus θ, je sais les majorer. Alors donc c'est ce qu'on va faire, donc on fait ça, et on va trouver que dkf c'est égal à ça. Alors ça c'est inférieur à 1, ça c'est inférieur à 1, donc la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues, donc ça c'est inférieur à 2r, et ça c'est inférieur à 4r. Lorsque x, y tend vers 0, x c'est racine de x carré, r c'est racine de x carré plus y carré, ça tend vers 0, et on a montré que ces deux fonctions sont continues en 0, 0, et donc la fonction f est de classe C1. Alors on va voir est-ce qu'il est de classe C2 en 0, 0. Voilà. Alors pour cela, on va calculer d carré de f sur dy dx. Donc je dérive d de f sur dx par rapport à y, donc c'est ça. Je remplace d de f sur dx par sa valeur, donc ça donne x. Ici x, et donc je trouve 1. Et là, si je dérive d de f sur dy par rapport à x, je dérive par rapport à x, donc je fais varier ça. Et donc je trouve 0 sur x. Donc j'ai ça qui est différent de ça. Et donc la fonction f n'est pas de classe C2 en 0, 0. Voilà, et donc voilà le lemme de Schwartz, et l'une de ses applications justement, c'est utiliser la contraposée du lemme de Schwartz pour montrer qu'une fonction n'est pas de classe C2. Alors maintenant les extrémums des fonctions de deux valeurs. Alors vous voyez que trouver un minimum local ou un maximum local d'une fonction, c'est très important. Bon, en mathématiques et dans la vie, parce que ça, c'est optimiser, vous voulez trouver une valeur qui va optimiser quelque chose. Ou optimiser, ça veut dire gagner plus ou ne pas perdre beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc l'optimisation, c'est trouver un minimum ou un maximum. Donc minimum pour les risques et maximum pour les profits. Donc c'est important de trouver les minimums, les extrémums des fonctions. Alors pour les fonctions de deux variables, on a un algorithme qui va... Alors d'abord, une fonction présente un maximum local si sur une boule autour du point, toutes les valeurs de la fonction sur la boule sont inférieures ou égales à la valeur de U0. Donc quel que soit x, y, dans une boule U0R intègre le domaine, bien sûr, f de xy est inférieur à f de 1. Donc ça, c'est maximum local. Minimum local, c'est l'inverse. F de U0 est plus petit que toutes les valeurs sur une boule centrée en U0. Maximum global, pour la relation est vérifiée quel que soit xy dans le domaine. Donc f de u0 est un maximum. Il est plus grand que tous les f de xy dans oméga. Et minimum, f de u0 est plus petit que toutes les valeurs des fonctions sur oméga. Voilà, alors voilà quelques exemples.
Donc ça par exemple, ça c'est un maximum global, puisque la valeur de la fonction, donc là c'est la courbe z égale à f de xy, et donc voilà, donc ce point-là il est plus grand, c'est un sommet, il est plus grand. Celui-là par exemple, ça c'est un maximum local. Ça aussi c'est un maximum local, il est grand au voisinage de points. Ça c'est un minimum global, et ça c'est un minimum local. Donc voilà le modèle de la notion d'extrême. Alors il y a des points qui ne sont ni minimum ni maximum, donc par exemple celui-là, on verra, c'est ce qu'on appelle un point sel ou un point col. Donc vous voyez que si vous faites varier votre fonction dans ce sens-là, c'est un minimum, mais dans ce sens-là, c'est un maximum. Donc là vous voyez certaines valeurs, il est plus grand que certaines valeurs, mais il est plus petit que certains. Et vous pouvez prendre une boule aussi petite au voisinage de ce point, et bien, il y aura toujours une valeur plus petite que ça, par exemple là, et une valeur plus grande, par exemple là. Donc ça, c'est ni un minimum, ni un maximum. Alors, l'exemple, donc cette fonction, c'est une fonction qui présente un minimum global qui est 0, puisque quel que soit xy, x carré plus y carré est supérieur à f de 0, 0. Cette fonction présente un maximum global, puisque ça, c'est toujours inférieur à f de 0, 0 égale à 1, puisque ça, c'est toujours inférieur à 1. Alors dans la pratique, on aura besoin de montrer qu'une fonction ne présente pas d'extrémum en un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne présente pas d'extrémum? Alors, il faut revenir à la définition. Ici, alors, qu'est-ce que ça veut dire maximum local? Maximum local, ça veut dire qu'il existe un R tel que tous les points dans la boule de centre U0 et de rayon R vérifient ça. Alors, on n'est pas un maximum local, ça veut dire que quel que soit R, il existe un point dans cette boule qui est strictement supérieur à celui-là. Donc, alors, quand on a quel que soit R, il existe, on peut construire une suite. On prend R égale à 1 sur N, donc on va trouver quel que soit N, il existe un Xn, Yn dans la boule de centre U0 de rayon 1 sur N, tel que f de xy est strictement supérieur à f de E0. Alors la suite va converger vers U0, puisqu'il est dans la boule U0 1 sur N. Donc j'ai trouvé une suite telle que qui converge vers U0 et f de xn, yn est strictement supérieur à f de U0. Et là, ça va être l'inverse. On va trouver une suite telle que f de xy est strictement inférieur à f de U0. Donc en fait, n'est pas un point qui n'est pas un extrémum local, c'est-à-dire ni un minimum ni un maximum. Ça veut dire qu'il y a deux suites, UNVN, qui convergent vers U0, mais f de U0 est toujours strictement inférieur à f de Vn, et f de U0 est strictement supérieur à f de Vn. Alors ça, c'est très important, parce que il est parfois important de montrer qu'un point est un extrémum, mais il est aussi, on peut trouver un point critique et on veut montrer qu'il n'est pas un extrême, c'est-à-dire il n'est ni un minimum ni un maximum. Alors pour cela, on construit deux suites qui convergent vers U0 et qui vérifient ça. Alors attention, ici l'inégalité est stricte. F de U0 est strictement inférieur à f de Vn et f de U0. Voilà, donc ça, il faut le noter quelque part. C'est un critère pour montrer qu'un point n'est pas un extrême.
Alors, voilà, alors maintenant on vient à la remarque importante. Alors vous vous rappelez quand vous avez une fonction d'une seule variable. Alors s'il admet un minimum local ou un maximum local, la dérivée de la fonction s'annule en ce point. Et ça c'est important, c'est-à-dire que si on veut chercher les extréments, eh bien, il faut les chercher parmi les points où la dérivée s'annule. Alors pour les fonctions de deux variables, si f présente un extrémum en u0 et f de classe est 1, eh bien, les dérivées par rapport à t de f sur tx en u0 et t de f sur ty en u0, voilà, donc ça c'est une condition nécessaire. Donc voilà, donc déjà si je veux chercher les extréments, je dois d'abord trouver les points où les dérivées partielles s'annulent. Alors bien sûr, ça c'est pas suffisant. Si un point, si vous savez que dans le cas d'une fonction d'une seule variable, la dérivée peut très bien s'annuler sans que la fonction présente un extrémement en point. Par exemple, f de x égale à x cube, eh bien, la dérivée s'annule en 0, mais la fonction x cube, f de 0 n'est pas ni un maximum ni un minimum. Là, on aura aussi la même situation. Alors ça, c'est lié à ça. Vous prenez cette fonction-là, vous ajoutez le premier vecteur de la base de R2, voilà, et là vous ajoutez, alors bien sûr cette fonction-là, cette phi va admettre en 0 va être un extrémum en 0, donc sa dérivée en 0 va s'annuler, mais la dérivée en 0 de ça, c'est exactement d de f sur dx. Et là, la même chose. Donc voilà la raison pour laquelle les extrêmes. Donc voilà, donc on a déjà une information importante. S'il y a un extrémum, les dérivées partielles en ce point s'annulent. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les points critiques. Voilà, alors là, la réciproque, bien sûr, n'est pas vraie. Donc vous prenez cette fonction-là, de xy égale à x carré moins y carré. Alors les dérivées partielles en 0 vont s'annuler, puisque d de f sur dx est 2x, et d de f sur dy moins 2y, il s'annule 0. Mais f de 0, 0 n'est pas ni un minimum ni un maximum, parce que ces deux suites-là convergent vers 0, 0, et on a cette relation. Donc là, c'est le critère de tout à l'heure. f de 0, 0, ici c'est moins 1 sur n carré, et ici c'est 1 sur n carré, et f de 0, 0 c'est 0. Voilà, donc voilà l'utilisation des suites pour montrer que cette fonction n'admet pas n'admet pas d'extrémum en 0, 0. Voilà, donc là il faut faire attention, c'est une condition nécessaire mais n'est pas suffisante. C'est comme dans le cas pour les fonctions d'une seule variable. Voilà, alors on a si la fonction maintenant est de classe C2, elle admet un développement limité à l'ordre 2. C'est-à-dire on a l'analogue de la formule de Taylor-Young à l'ordre 2. Donc f de u0 plus h égale à f de u0 plus h1. Donc ça c'est la partie linéaire de la fonction. Et là la suite, la partie quadratique. Donc il y a h1 au carré, h1, h2, h2 au carré. Et h2 au carré, epsilon de h, avec la limite de epsilon de h égale 0. Donc, toute fonction de classe C2 sur un ouvert admet un développement limité à l'ordre 2, l'analogue de la formule de Taylor qui s'écrit comme ça. Alors, la raison, on prend cette fonction-là, f de t égale à f de u0 plus th. Alors, si je dérive phi prime du t, donc je dérive par rapport à donc il y aura
H1, la dérivée de U0 plus TH en, par rapport à T, donc il y aura H1, T de F sur Tx, plus H2, T de F sur Dy. Et je dérive encore une deuxième fois, donc si je dérive ça par rapport à X, il y aura H1 qui va sortir. Par rapport à Y, il y aura H1, H2. Mais ici aussi, je vais avoir H1, H2 plus D carré de F dx sur dy. Mais comme je suis en classe C2, donc je les regroupe ici. Et ça, par rapport à Y une deuxième fois, ça me donne ça. Et la formule de Taylor-Young pour cette fonction, donc c'est phi de 1 égale à phi de 0 plus phi prime de 1, 0 plus phi prime plus un petit o de 1. Et on retrouve la formule. Donc voilà, donc il faut garder cette formule. C'est pour ça qu'on dérive par un demi. Et donc il y aura qui va partir ici. Et donc on a cette formule. Alors maintenant, l'algorithme pour étudier les extréments. Donc, je prends une fonction de classe C2, je prends un point U0, je pose P et Q, les dérivés en U0, T de F sur Dx en U0, T de F sur Dy. R, c'est T carré de F sur Dx0, S, c'est T carré de F, et T, c'est T carré de F, voilà. Et on a le théorème. Alors, si U0 est un point critique, d'abord, donc si je veux trouver les extrémums, il faut aller vers les points où P et Q sont nuls, c'est-à-dire ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc, si c'est un point critique, R, S et T vont décider si le point est un maximum local, minimum local. Alors, si delta, qui est RT moins S carré, est négatif, alors f de I0 n'est ni un minimum ni un maximum. C'est un point cell, on dit un point cell. Voilà, donc dans le cas où cette quantité est strictement négative, f de I0 n'est ni un minimum local ni un maximum local. Si delta est strictement positif et R est positif, alors il faut faire attention, si delta est strictement positif, RT est positif. Donc si R est positif, T est positif. Si R est négatif, T est négatif, puisque RT est supérieur. Donc on prend R. T va être aussi positif à cause de ça. Donc si R est positif, alors c'est un minimum local. Donc positif, minimum. Et si delta est positif et R négatif, f de I0 est un maximum local. Voilà, donc c'est ça l'algorithme. Donc pour trouver les points critiques d'une fonction de classe C2, pour trouver les extrémums locaux d'une fonction de classe C2, alors d'abord on cherche les points où P égale à Q égale à 0, c'est-à-dire les points critiques. Donc je trouve les points où les dérivées partielles s'annulent et je calcule les dérivées secondes, je calcule R, S et T. Et je regarde ce déterminant, RT moins S carré. Si c'est négatif, ce n'est ni un minimum ni un maximum. Si c'est positif, ça dépendra du signe de R ou de T, puisque c'est la même chose. Si R est positif, alors c'est un minimum, positif minimum. Voilà, et R négatif est un maximum. Alors, on va expliquer pourquoi, parce que à cause de cette formule-là, la formule qu'on a ici, donc si j'ai un point critique, donc cette partie-là va partir, ça c'est égal à 0, donc j'aurai f de u de h moins f de u0. Donc moi je veux voir est-ce que f de u0 est tellement, donc je vais étudier le signe de f de u0 plus h moins f de u0. Je vais regarder quand il va rester positif ou négatif. Donc ça va dépendre de cette quantité. Alors cette quantité, c'est une forme quadratique. Et donc on aura cette formule égale à 1 demi H1 H2 RST. Voilà, donc ça c'est la formule
la valeur d'une forme quadratique. C'est transposé de h fois la matrice de la forme quadratique fois h. Alors quand vous avez une forme quadratique, vous avez sa signature. Alors la signature, ici on est en dimension 2, donc il peut soit être, si delta est différent de 0, donc ça il va avoir deux valeurs propres. Donc ça c'est la SIN. Si lambda 1, puisque c'est une matrice symétrique, il a deux valeurs propres réelles. La somme des valeurs propres, c'est la trace, c'est R plus T. Et le produit des valeurs propres, c'est le déterminant, c'est RT moins S carré. Et la forme quadratique, il va avoir soit deux valeurs propres strictement positives, et dans ce cas-là, ça va être défini positif, donc cette quantité est positive, et donc f de u0 est un minimum, ou bien les deux valeurs propres sont tous les deux négatifs, et dans ce cas-là, cette quantité est négative, c'est-à-dire que f de u0 plus h est inférieur à f de u0, et donc ça va être un maximum. Donc ça va dépendre si delta est différent de 0. Voilà, alors maintenant, il a deux valeurs propres positives, c'est-à-dire quand delta est positif, et le signe le signe de R plus T, c'est le signe de lambda 1. Donc s'ils sont toutes les deux positifs, ça c'est positif, et R est positif et T est positif. Donc on va avoir cette situation. Donc si delta est strictement négatif, c'est un point cell. Si delta est positif et lambda 1, une valeur propre est positive, l'autre aussi est positif, et dans ce cas-là, R est positif, et donc c'est la forme quadratique est définie positive. Donc f de u0 est un minimum local. Si delta est si lambda 1, lambda 2 produit positif, mais ils sont négatifs tous les deux, dans ce cas-là, R est négatif, et M est défini négatif, et donc f de u0 est un maximum local. Si delta est égal à 0, on ne peut rien faire. Donc voilà ce qu'il faut garder sur l'algorithme. Donc vous calculez, donc d'abord vous trouvez les points où P et Q sont égales à 0, et vous calculez ça, et vous regardez ce déterminant. Et voilà, si c'est négatif, il n'y a rien à dire, ce n'est ni un minimum, vous êtes sûr que ce n'est ni un minimum ni un maximum. Et si delta est positif, vous regardez le signe de R ou de T, puisque c'est la même chose, puisqu'on a RT supérieur à S carré. Donc RT est positif. Si R est positif, T est positif. Donc positif minimum, négatif maximum. Voilà. Alors prenons un exemple. Donc on va étudier les extrémums locaux de cette fonction. Donc on résout ce système. D'abord on commence par trouver les points critiques. Alors ici on voit bien que cette équation n'a pas de solution. Donc cette fonction, il n'y a pas de point critique, et donc il ne peut pas avoir d'extrême. Donc là c'est rapide, cette fonction n'a pas d'extrême. Alors maintenant cet exemple, donc je calcule les dérivées partielles, donc je trouve ça par rapport à x, dérivée partielle par y égale à ça, donc vous faites les calculs. Donc on aura à résoudre ce système. Alors il faut faire attention, il faut discuter y différent de 0, et donc ça égale à 0. Et donc on a y égale à 0, x égale à 0, y égale à 0, x différent de 0 et donc égal à ça. Donc il y a plusieurs situations à discuter. Et donc on trouve ça. Donc les solutions, c'est x quelconque et y égale à 0, y égale à moins 1 tiers et x égale à 0, ou bien ce système. Alors ce système, il a une solution. Donc les points critiques sont x0, 0,
0 moins 1 tiers, moins 1 quart, moins 1 sixième. Alors étudions la nature. Donc pour étudier la nature, eh bien, il faut passer à l'étape dérivée d'ordre 2. Alors je calcule les dérivées d'ordre 2. Voilà, donc de la fonction, donc je trouve ça. Alors je prends ce point-là, R c'est 0, S c'est 0, et T égale à ça. Donc RT moins S carré égale à 0. Donc je ne peux rien dire. Mais je peux utiliser la proposition qu'on a montrée qui utilise les suites. Donc on va écrire f de xy moins f de x00 égale à ça. Alors si x0 égale à 0, je prends ces deux suites. Ils convergent vers 0, mais celle-là est strictement inférieure à f de 0,0 et celle-là est strictement, donc ce n'est pas un extrémum local. La même chose ici, si x0 est différent, je prends ces deux suites-là. Ils convergent vers x0, puisque vous voyez là c'est 0, là c'est 0, donc ils convergent vers le point x00. Mais le produit est strictement négatif, c'est-à-dire ils sont de signes opposés. Donc f de x00 qui est 0, et il est compris entre la valeur de la première suite et la valeur de la deuxième suite. Donc ça, c'est pas un extrémum local. Alors pour le point 0 moins 1 tiers, donc je calcule R, c'est 2 sur 9, S c'est 1 tiers, T égale à 0. Donc j'ai RT moins S carré négatif. Et donc, je sais, ce n'est pas un extrémum local, c'est un point de colle. Et finalement, moins 1 quart, moins 1 sixième, je calcule R, S, T, delta, donc c'est positif. R est positif et donc c'est un minimum local. Voilà, donc voilà, donc là, donc ce qu'il faut retenir, il y a le lemme de Schwartz et il faut retenir l'algorithme. Donc là, l'algorithme ne pose aucun problème. Donc il faut trouver, parfois peut-être, vous aurez comme difficulté de résoudre ce genre de système. Il faut faire attention, il ne faut pas oublier. Donc quand vous calculez les points critiques, il ne faut pas oublier des cas. Et pour chaque cas, donc si vous trouvez que delta égale à 0, soit vous construisez des suites comme ça pour montrer que ce n'est ni un minimum ni un maximum, ou bien vous dites ben, on ne peut rien dire. Bon, voilà, c'est ça. Dans les autres cas, ben, si delta est négatif, vous savez que ce n'est pas un extrémum local. Si delta est positif, ça dépend du signe de R ou du T. Et voilà. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.